Le battement sourd de son cœur résonnait dans ses tempes. Camille serrait son sac contre sa poitrine, son souffle court formant de petits nuages de vapeur dans l'air froid du terminal. Ses yeux, rougis par des larmes qu'elle avait cessé de compter, scrutaient frénétiquement les panneaux d'affichage. N'importe où. Elle devait aller n'importe où, pourvu que ce soit loin. À 29 ans, Camille Leroy n'avait jamais imaginé se retrouver ainsi, à fuir son propre foyer avec une valise à moitié remplie de vêtements choisis dans la précipitation. Des vêtements suffisamment longs pour dissimuler les marques sur sa peau. Des marques qui s'estompaient déjà, mais dont l'empreinte invisible resterait gravée bien plus longtemps. Ce matin-là, elle s'était regardée dans le miroir de la salle de bain, observant ce reflet qu'elle ne reconnaissait plus. 5 ans de mariage avec Thomas. 5 ans durant lesquels le conte de fées s'était lentement transformé en cauchemar. Les compliments étaient devenus des critiques. Les gestes tendres s'étaient mués en mains qui serrent trop fort. L'amour s'était transformé en possession. Et elle, l'avocate brillante que tous admiraient, s'était progressivement effacée, devenant l'ombre d'elle-même, étouffée sous le poids des apparences. Ce n'est pas ce matin-là qu'elle avait pris sa décision. Non. La décision s'était construite lentement, comme une vague qui monte, recule, puis monte à nouveau, toujours plus haute, jusqu'à submerger les digues. Ce matin-là, elle avait simplement agi, profitant de l'absence de Thomas, parti pour 3 jours en déplacement professionnel. Elle avait retiré tout l'argent liquide qu'elle pouvait, laissé son téléphone sur la table de la cuisine, et pris le premier taxi vers l'aéroport. Maintenant, elle fixait le tableau des départs, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne se brise. Paris-Barcelone. Paris-Rome. Paris-Lisbonne. Des destinations qui auraient dû évoquer l'aventure, le plaisir, la découverte. Des mots qui semblaient appartenir à une autre vie. À une autre Camille. Rome. Le prochain vol partait dans 40 minutes. Elle s'approcha du comptoir, le dernier de sa rangée, presque désert à cette heure matinale. Une employée au sourire professionnel leva les yeux vers elle. Camille fut soudain consciente de son apparence, ses cheveux châtains mal attachés, son visage sans maquillage, ses yeux gonflés. « Il reste des places pour Rome ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas immédiatement, rauque d'avoir trop pleuré. L'employé hocha la tête, ses doigts dansant déjà sur le clavier. Camille tendit sa carte bancaire, refusant de penser à ce qui arriverait quand Thomas découvrirait sa fuite. Quand il verrait les relevés bancaires. Quand il comprendrait. Le billet en main, elle traversa les contrôles de sécurité comme dans un rêve. Chaque pas l'éloignait de cette vie qui l'étouffait. Chaque pas était à la fois une libération et une terreur. Que allait-elle faire à Rome? Où irait-elle ensuite? Comment survivrait-elle? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, mais elle les repoussait. Plus tard. Elle y penserait plus tard. Dans la salle d'embarquement, elle s'assit à l'écart, les yeux fixés sur ses mains qui tremblaient encore. Des mains qui avaient signé des contrats, plaidé des causes, caressé le visage d'un homme qu'elle avait cru aimer. Des mains qui, maintenant, ne tenaient plus que le fragile espoir d'une vie différente. L'embarquement commença. Elle attendit, se tenant volontairement en retrait. Entrer dans l'avion en dernier lui donnerait l'impression d'une décision réfléchie, pas d'une fuite désespérée. Une illusion qu'elle s'offrait à elle-même. Dans l'avion, elle avança lentement le long de l'allée étroite, cherchant son siège. 14B, un siège au milieu, ni contre le hublot, ni côté couloir. Coincée entre 2 inconnus pendant les 2 heures de vol. Cette pensée lui noua l'estomac. Elle n'avait pas considéré cela en achetant son billet. Elle repéra finalement sa rangée. À la place 14A, contre le hublot, un homme était déjà assis. La quarantaine, peut-être. Costume sombre et impeccable. Cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes. Le profil net, tourné vers le hublot, comme absorbé par la contemplation du tarmac gris sous le ciel parisien nuageux. « Excusez-moi » murmura Camille en se glissant vers son siège. L'homme se décala légèrement sans se tourner vers elle, lui accordant juste assez d'espace pour s'installer. Pas un mot. Pas un regard. Cette indifférence était précisément ce dont Camille avait besoin. L'anonymat. L'absence d'explication. L'absence de jugement. Elle s'installa, attacha sa ceinture, et ferma les yeux, espérant que les larmes qui menaçaient de couler à nouveau resteraient prisonnières sous ses paupières closes. L'avion se remplit progressivement. Le siège 14C resta vide. Une petite victoire dans cette journée chaotique. Les annonces de sécurité défilèrent, à peine entendues par Camille.
Puis l'avion s'élança sur la piste, prenant de la vitesse jusqu'à s'arracher du sol. Cette sensation étrange de suspension, ce moment où la gravité semble hésiter avant de céder, provoqua chez Camille un sanglot inattendu. Un sanglot qu'elle tenta d'étouffer, plaquant sa main contre sa bouche. C'est à ce moment précis que l'homme à côté d'elle bougea enfin. Sans un mot, sans même la regarder, il lui tendit un mouchoir en tissu. Un geste simple. Un mouchoir blanc, propre, subtilement parfumé. Un de ces mouchoirs que plus personne n'utilise, vestige d'une époque où l'élégance se nichait dans les détails. Camille le prit, surprise par ce geste inattendu. « Merci », murmura-t-elle en essuyant ses larmes. L'homme inclina légèrement la tête, toujours sans la regarder directement. Comme s'il comprenait que la douleur a besoin d'espace, pas de témoin. Comme s'il savait que certaines larmes ne peuvent être versées que dans une forme de solitude, même au milieu d'une centaine de passagers. Pendant près d'une heure, ils restèrent ainsi, séparés par quelques centimètres et un silence respectueux. Camille fixait le dossier du siège devant elle, luttant contre les pensées qui l'assaillaient. Qu'avait-elle fait? Comment allait-elle survivre? Thomas la retrouverait-il? Ces questions revenaient en boucle, chacune porteuse d'une angoisse nouvelle, plus viscérale. Ce fut l'homme qui brisa finalement ce silence, d'une voix profonde et calme, avec un léger accent qu'elle ne put identifier immédiatement. Parfois, le courage n'est pas dans le combat, mais dans la fuite. Camille tourna la tête, surprise par ces mots qui semblaient répondre directement à ses pensées. Elle croisa pour la première fois le regard de son voisin. Des yeux gris, intenses et doux à la fois. Un regard qui ne demandait rien, n'exigeait rien. Un regard qui offrait simplement une présence. « Comment savez-vous que je fuis quelque chose ?» demanda-t-elle, soudain méfiante. Il esquissa un sourire triste. Personne ne pleure ainsi en s'éloignant de quelque chose qu'il aime quitter. Cette simple phrase, prononcée sans jugement, fit céder quelque chose en Camille. Une digue, peut-être. Ou un mur qu'elle avait construit autour de sa douleur, la gardant prisonnière en son sein. Les mots commencèrent à couler, d'abord hésitants, puis de plus en plus rapides. Des mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute. Des mots qui décrivaient sa vie avec Thomas. Comment il l'avait séduite. Comment il l'avait isolée. Comment il l'avait transformée. L'homme écoutait. Sans interruption. Sans conseil. Sans cette pitié condescendante qu'elle redoutait. Il écoutait simplement, offrant le plus précieux des dons, une attention pure, sans attente. Elle ne lui dit pas tout. Pas les nuits où la peur l'empêchait de dormir. Pas les bleus qu'elle avait appris à dissimuler sous des vêtements soigneusement choisis. Pas la façon dont Thomas s'excusait ensuite, pleurant et promettant que cela ne se reproduirait plus. Mais elle dit assez. Assez pour sentir un poids se soulever légèrement de sa poitrine. Assez pour reprendre son souffle, pour la première fois depuis des mois. Quand elle se tut enfin, embarrassée par ce flot de paroles, l'homme lui tendit une bouteille d'eau qu'il avait commandée à l'hôtesse. « Je m'appelle Alexandre », dit-il simplement. « Alexandre Vasseur. »« Camille », répondit-elle en prenant la bouteille. « Camille Leroy. » Ce fut tout pour le reste du vol. Pas de questions supplémentaires. Pas de conseils non sollicités. Juste cette présence apaisante à ses côtés, ce silence confortable qui semblait dire « Je suis là, si tu as besoin de parler à nouveau ». Lorsque l'avion amorça sa descente vers Rome, Camille sentit une nouvelle vague d'anxiété l'envahir. Que ferait-elle une fois arrivée? Où irait-elle? Comment survivrait-elle avec le peu d'argent qu'elle avait pu emporter? Alexandre dut percevoir ce changement, car il se tourna vers elle. « Vous avez un endroit où aller à Rome ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, incapable de mentir à cet homme qui avait écouté ses confidences sans jugement. « Non. Je n'ai pas vraiment réfléchi aussi loin. » Il hocha la tête, comme si cette réponse était parfaitement logique. « J'ai un appartement ici. Plus grand que ce dont j'ai besoin. Plusieurs chambres. Vous pourriez y rester. » Le temps de réfléchir à la suite. Les mots étaient prononcés calmement, sans insistance. Une offre, pas une pression. Un espace de liberté, pas un nouvel enfermement. En temps normal, Camille aurait immédiatement refusé. Une femme seule ne suit pas un inconnu rencontré dans un avion. Une avocate connaissait trop bien les risques d'une telle situation. Mais était-elle encore cette femme prudente, cette avocate rationnelle? N'était-elle pas devenue une fugitive, prête à s'accrocher à n'importe quelle branche dans la tempête?
Elle observa Alexandre, cherchant dans ses traits un signe de danger, un indice de duplicité. Elle ne vit qu'une calme assurance, une tranquille gentillesse. Un homme qui offrait sans exiger. « Pourquoi feriez-vous cela pour une inconnue » demanda-t-elle finalement. Il détourna les yeux, regardant à nouveau par le hublot où apparaissaient les premières lumières de Rome dans la pénombre du soir. « Disons que j'ai déjà été à une place similaire à la vôtre. Pas exactement la même situation, mais, j'ai connu ce sentiment d'être perdu sans savoir où aller. Quelqu'un m'a tendu la main alors. Je fais de même aujourd'hui. » Il y avait dans sa voix une sincérité que Camille ne pouvait ignorer. Une douleur ancienne, peut-être, mais qui avait mûri en quelque chose de plus doux. Une compréhension née de l'expérience. L'avion toucha le sol italien avec une légère secousse. Autour d'eux, les passagers commençaient déjà à s'agiter, attrapant leurs affaires dans les compartiments supérieurs, pressés de quitter l'appareil. « C'est à vous de décider », ajouta Alexandre. Sans pression. Si vous préférez suivre votre chemin seul, je comprendrai parfaitement. Camille resta silencieuse pendant que l'avion roulait jusqu'à sa position finale. Sa tête lui disait de refuser, de préserver l'indépendance qu'elle venait tout juste de reconquérir. Mais une autre voix, plus profonde, lui murmurait qu'il y avait une différence entre l'indépendance et l'isolement. Que accepter de l'aide n'était pas nécessairement renoncer à sa liberté. D'accord, dit-elle finalement. Juste pour quelques jours. Le temps de me retourner. Alexandre hocha simplement la tête, sans triomphe, sans satisfaction visible. Juste une acceptation tranquille de sa décision. Ils quittèrent l'avion ensemble, traversèrent les contrôles de l'aéroport côte à côte. Une pluie fine tombait sur Rome lorsqu'ils sortirent du terminal. Alexandre héla un taxi, donna une adresse dans un italien parfait, puis ouvrit la portière pour Camille. Dans la voiture qui les emmenait à travers les rues illuminées de la ville éternelle, Camille observait le profil de cet homme étrange, ce sauveur inattendu. Qui était-il réellement? Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, mais elles étaient différentes de celles qu'il avait torturées plus tôt. Ces nouvelles questions portaient en elles une forme d'espoir. L'espoir qu'il existe encore dans ce monde des personnes capables de bonté désintéressée. Le taxi s'arrêta finalement devant un immeuble ancien du quartier du Trastevere, aux façades ocre patinées par le temps. Un de ces immeubles romains chargés d'histoire, avec ses volets de bois et ses balcons ouvragés. Alexandre régla la course et guida Camille à travers un hall d'entrée au sol de marbre jusqu'à un ascenseur en fer forgé qui les conduisit au dernier étage. L'appartement qu'il ouvrit dépassait tout ce que Camille avait imaginé. Vaste, baigné d'une lumière douce malgré l'heure tardive, meublé avec un goût exquis qui mêlait pièces anciennes et touches contemporaines. Par les grandes fenêtres, on apercevait les lumières de Rome qui scintillaient sous la pluie, comme des étoiles tombées du ciel. « C'est magnifique », souffla Camille, momentanément distraite de ses angoisses par la beauté du lieu. Alexandre sourit légèrement, le premier vrai sourire qu'elle voyait sur son visage. « J'aime les endroits qui ont une âme », dit-il simplement. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Il la conduisit à travers un couloir jusqu'à une pièce spacieuse dominée par un lit à baldaquin. Les murs étaient couverts de tableaux, des paysages italiens pour la plupart, peints avec une sensibilité évidente. « La salle de bain est ici », indiqua-t-il en ouvrant une porte adjacente. « Vous y trouverez tout le nécessaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le demander. Ma chambre est à l'autre bout du couloir. » Il s'apprêtait à sortir, la laissant seule avec ses pensées, quand elle l'arrêta. « Alexandre, qui êtes-vous, exactement ?» Il s'immobilisa sur le seuil, la main sur la poignée de la porte. Un léger sourire flotta sur ses lèvres. « Un homme qui a appris que les secondes chances sont précieuses, » répondit-il simplement. « Reposez-vous. Nous parlerons demain. » Et il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Cette nuit-là, Camille dormit d'un sommeil sans rêve, le premier depuis des mois. Comme si son corps et son esprit, enfin libérés de la tension constante qu'elle vivait auprès de Thomas, s'abandonnaient enfin au repos. Au matin, elle fut réveillée par la lumière dorée du soleil romain filtrant à travers les rideaux. Pendant un instant désorientant, elle ne reconnut pas l'endroit où elle se trouvait. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. La fuite. L'avion. Alexandre. Elle se leva, prit une douche dans la salle de bain luxueuse, puis s'habilla avec les quelques vêtements qu'elle avait emportés. Des vêtements choisis dans la panique, qui semblaient étrangement déplacés dans ce cadre élégant. Lorsqu'elle sortit de sa chambre,
guidée par l'odeur du café fraîchement préparé, elle trouva Alexandre dans la cuisine, lisant le journal tout en sirotant un espresso. Il était vêtu d'un costume différent de la veille, tout aussi impeccable. Comme s'il s'apprêtait à partir pour un rendez-vous important. « Bonjour », dit-il en levant les yeux vers elle. « Avez-vous bien dormi ?»« Oui », répondit-elle, surprise par cette vérité. « Mieux que depuis longtemps. » Il hocha la tête, comme si cette réponse le satisfaisait. « Il y a du café. Des fruits. Du pain frais et des viennoiseries dans la corbeille. Servez-vous. » Elle se prépara un café, prit une pomme dans la corbeille de fruits, puis s'assit face à lui, soudain consciente de l'étrangeté de la situation. Elle, Camille Leroy, avocate parisienne en fuite, prenant son petit déjeuner avec un inconnu dans un appartement romain digne d'un magazine de décoration. « Vous ne m'avez pas dit qui vous étiez », commença-t-elle. Alexandre plia soigneusement son journal, le posa sur la table entre eux. « Je dirige un groupe hôtelier international », répondit-il simplement. « Des établissements en Europe, en Amérique du Nord, quelques-uns en Asie. Rien de très passionnant. » Sa modestie contrastait avec l'évidente réussite que suggérait non seulement cet appartement, mais aussi sa façon d'être, cette assurance tranquille des hommes habitués à diriger. « Et vous vivez ici, à Rome ?» demanda Camille. Il secoua légèrement la tête. « Je vis un peu partout. Paris. Londres. New York. Rome. En fonction des besoins. » Il hésita un instant, puis ajouta, « J'ai été marié. Ma femme est décédée il y a 5 ans. Un cancer. Rapide et implacable. Depuis, j'ai du mal à m'attacher à un lieu. Alors je voyage. Je travaille. Je vis entre 2 avions. » Ces mots, prononcés sans émotion apparente, expliquaient pourtant tant de choses. Cette mélancolie qu'elle avait perçue chez lui. Cette compréhension de la douleur. Cette solitude qu'elle avait sentie, semblable à la sienne bien que née de circonstances différentes. « Je suis désolé », murmura-t-elle. Il balaya ses condoléances d'un geste élégant de la main. « C'est la vie. On apprend à continuer. On apprend que la douleur change de forme, mais ne disparaît jamais complètement. On apprend à vivre avec elle. » Il se leva, vérifia sa montre, un modèle discret mais que Camille devinait hors de prix. « Je dois partir pour la journée. Des réunions. Vous êtes chez vous ici. Reposez-vous. Réfléchissez à ce que vous voulez faire. Il y a des livres dans la bibliothèque. La femme de ménage viendra cet après-midi, elle ne vous dérangera pas. Si vous avez besoin de sortir, il y a une clé sur le buffet de l'entrée. » Il s'apprêtait à partir quand il s'arrêta, sembla hésiter, puis sortit un portefeuille de la poche intérieure de sa veste. Il en tira plusieurs billets de 100 € qu'il posa sur la table. « Au cas où vous auriez besoin de quelque chose. » Avant qu'elle puisse protester, il ajouta, « Considérez cela comme un prêt, si cela vous met plus à l'aise. Vous me rembourserez quand vous le pourrez. » Cette façon de préserver sa dignité, de comprendre qu'elle n'était pas une femme habituée à accepter la charité, toucha Camille plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. « Merci », parvint-elle à dire. « Pour tout. » Il inclina légèrement la tête, ce geste qu'elle commençait à reconnaître comme typiquement sien, puis sortit de l'appartement, la laissant seule avec ses pensées et ce luxueux refuge. La journée passa comme dans un rêve. Camille explora l'appartement, découvrant une bibliothèque remplie de livres en plusieurs langues, des œuvres d'art qu'elle soupçonnait originales, des objets rapportés de voyages aux 4 coins du monde. Chaque pièce racontait une histoire, celle d'un homme cultivé, curieux, sensible à la beauté. Elle trouva un petit bureau, visiblement peu utilisé, équipé d'un ordinateur. Après un moment d'hésitation, elle l'alluma. L'écran s'illumina, demandant un mot de passe qu'elle ne connaissait évidemment pas. Elle éteignit l'appareil, étrangement soulagée par cette barrière. Elle n'était pas venue ici pour violer l'intimité d'Alexandre. Elle passa l'après-midi à lire, nichée dans un fauteuil près d'une fenêtre qui offrait une vue imprenable sur les toits de Rome. Pour la première fois depuis des mois, elle respirait sans cette pression constante sur sa poitrine. Sans cette peur qui ne la quittait jamais auprès de Thomas. Thomas. Elle se demanda s'il avait découvert sa disparition. S'il la cherchait. Cette pensée la fit frissonner malgré la chaleur du soleil qui baignait la pièce. Vers 18 h, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Alexandre était de retour,
portant plusieurs sacs qui exhalaient des odeurs délicieuses de nourriture italienne. J'ai pensé que vous pourriez avoir faim, dit-il en posant les sacs sur la table de la cuisine. Pasta à la carbonara. Pizza margherita. Et un tiramisu pour le dessert. Les grands classiques, je sais, mais parfois, les classiques sont ce dont on a besoin. Ils dînèrent ensemble, dans un silence confortable interrompu par quelques conversations légères. Alexandre lui parla de Rome, de ses quartiers, de ses musées, de ses secrets que seuls les habitués connaissent. Il parlait de la ville comme d'une vieille amie, avec affection et respect. Après le dîner, il lui proposa un verre de vin, qu'elle accepta. Ils s'installèrent dans le salon, face aux fenêtres qui offraient maintenant le spectacle de Rome illuminé sous le ciel nocturne. « Que comptez-vous faire » demanda-t-il finalement, abordant la question qu'ils avaient tous deux évitée jusqu'alors. Camille fixa son verre, observant la lumière jouer dans le rubis du vin. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'ai pas réfléchi aussi loin. Je voulais juste partir. » Il hocha la tête, comprenant ce besoin viscéral de fuite. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, » offrit-il. « Je suis rarement là. L'appartement est vide la plupart du temps. »« Je ne peux pas accepter, » protesta faiblement Camille. « C'est trop. »« Pourquoi » demanda-t-il simplement. « Parce que c'est inconvenant ? Parce que les gens pourraient juger ? N'avez-vous pas fui précisément ce genre de prison, celle des conventions et des apparences ? Ces mots touchèrent Camille en plein cœur. N'était-ce pas exactement ce qu'elle avait fait ? Fuir une vie où l'apparence du bonheur conjugal comptait plus que son bonheur réel ? Elle ouvrit la bouche pour répondre quand son téléphone prépayé, acheté à l'aéroport de Rome, sonna. Un numéro qu'elle reconnut immédiatement. Claire, sa sœur. La seule personne à qui elle avait envoyé un message depuis sa fuite, simplement pour lui dire qu'elle était en sécurité. Elle décrocha, inquiète. Claire ne l'appellerait pas sans raison importante. Camille, la voix de sa sœur était tendue, urgente. Je suis désolé de te déranger, mais c'est au sujet de Nino. Je ne peux plus le garder. Thomas est venu ici, il a fait une scène terrible. Je lui ai dit que je ne savais pas où tu étais, mais je ne sais pas s'il m'a cru. J'ai peur qu'il revienne. Je ne peux pas mettre mes enfants en danger. Nino. Son fils de 4 ans. Son petit garçon aux yeux rieurs qu'elle avait confié à sa sœur 3 jours avant sa fuite, prétextant un séminaire professionnel. Un mensonge pour préparer son départ. Pour protéger son enfant des tensions grandissantes à la maison. Elle n'en avait pas parlé à Alexandre. Pas par honte, comment pourrait-on avoir honte d'être mère ? Mais par protection. Pour ne pas l'impliquer davantage dans sa vie compliquée. Pour ne pas imposer son enfant à cet équilibre fragile qu'ils avaient établi. Mais maintenant. Je comprends, dit-elle à sa sœur, essayant de garder une voix calme malgré la panique qui montait en elle. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Elle raccroche, puis j'ai besoin de tout ce que tu sais sur lui, demanda Claire. Camille hésita. Thomas n'avait jamais été violent envers Nino. Froid, parfois. Distant, souvent. Mais jamais violent. Il ne lui ferait pas de mal, répondit-elle. Mais, il pourrait l'utiliser pour me faire revenir. Avant que Claire puisse répondre, une petite voix se fit entendre en arrière-plan. C'est maman ? Je veux parler à maman. Le cœur de Camille se serra en entendant la voix de son fils. Claire dut mettre le téléphone en haut-parleur, car soudain, la voix de Nino était plus claire. Maman, tu vas venir me chercher ? Cette question, si simple, si déchirante, fit monter les larmes aux yeux de Camille. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que sa mère avait fui son père ? Comment lui faire comprendre qu'elle l'avait laissé, non par manque d'amour, mais par excès d'amour justement pour lui construire un avenir meilleur, loin de la peur et des cris. Oui, mon cœur, parvint-elle à dire malgré sa gorge nouée. Maman va venir te chercher très bientôt. Elle raccrocha après quelques mots supplémentaires à Claire, promettant de la rappeler rapidement avec un plan concret. Lorsqu'elle se tourna vers Alexandre, elle s'aperçut qu'il s'était discrètement éloigné pour lui laisser de l'intimité. Mais il était toujours là, debout près de la fenêtre, son verre de vin à la main, regardant la nuit romaine. « Je dois partir » annonça-t-elle. « Mon fils, je dois aller chercher mon fils. » Alexandre se tourna vers elle, son visage impassible, mais ses yeux reflétant une compréhension profonde.